Messieurs, aujourd'hui 16 janvier, vous avez participé à l'hommage public rendu à Jean-Marie Le Pen au Val-de-Grâce. Quelles sont vos impressions, parce que je crois que vous vous êtes fait refouler? Bien, d'abord, je suis un petit peu attaché aux dates, comme peut-être les lecteurs de Riverol s'en sont déjà rendus compte, et j'ai trouvé que c'était une coïncidence assez frappante. C'est que nous sommes aujourd'hui le 16 janvier, et ça faisait 4 ans jour pour jour aujourd'hui, 16 janvier 2011, 16 janvier 2025, que Jean-Marie Le Pen avait abandonné la présidence du Front National, et que c'est sa fille qui a atteint cette présidence du Front National, même si c'est plus elle maintenant c'est Bardella, mais enfin c'est toujours elle qui dirige dans les faits. Et je trouvais que c'était quand même un symbole parce que c'est un peu la deuxième mort de Jean-Marie Le Pen. La première le 16 janvier 2011, lorsqu'il a cédé hélas à sa fille le mouvement, et 4 ans après, finalement, c'est dans la tombe, enfin même s'il est déjà enterré depuis quelques jours, mais disons que je trouvais que ça, symboliquement, c'était frappant, quoi. Ça fait 4 ans jour pour jour, un double septennat en quelque sorte, qui n'a pas été particulièrement favorable, seulement qu'on puisse dire. Alors, s'agissant de la cérémonie en elle-même, avant de parler de notre refoulement, si j'ose dire, eh bien, d'abord, j'observe que, comme pour la messe à la Trinité, ces obsèques à la Trinité, c'est une messe en français de Paul VI. Or, j'observe que Jean-Marie Le Pen, chaque année au BBR, c'est toujours une messe traditionnelle, latine et grégorienne, selon le traité romain de Saint Pie V, qu'il faisait dire. Donc, il n'y a même pas ce respect-là. Je rappelle que lui, dans son enfance, sa jeunesse, c'était forcément la messe tridentine qu'il connaissait. C'est celle qu'il a servi comme enfant de cœur. À la Trinité, c'est celle qu'il a connue dans son enfance et sa jeunesse. Et c'était celle à laquelle il était attaché. Deuxièmement, il avait souvent dit, on peut le retrouver d'ailleurs tant en privé qu'en public, qu'il souhaitait que ce fût Bruno Gollnisch, qui est son plus fidèle dauphin, qui prononça son éloge funèbre. Ça n'a pas été le cas à la Trinité, ni dans l'église, ni au cimetière, et ça n'a pas été là non plus lors de cette cérémonie, ou à l'issue de cette cérémonie, et je pense que Bruno Gollnisch en a été affecté, puisque hier soir, il a envoyé le texte de l'éloge qu'il souhaitait faire à Jean-Marie Le Pen, et avant le texte, il a dit, voilà l'éloge que j'aurais aimé prononcer à l'une ou l'autre des cérémonies en hommage à Jean-Marie Le Pen. Donc c'est-à-dire que Marine Le Pen, puisque c'est elle qui décide, hein, n'a même pas accordé à Bruno Gollnisch un éloge qui d'ailleurs, quand on le lit, il n'y avait rien, très sincèrement, qui pouvait la gêner dans le texte tel qu'il a été publié de l'éloge. Il n'abordait pas du tout les questions relativement aux détails et d'autres choses un peu sulfureuses de Jean-Marie Le Pen, pas du tout. Hein. Bon, donc c'est vraiment une mesquinerie, une méchanceté gratuite, voilà. Donc ça, c'était les deux premières choses que je voulais dire. S'agissant maintenant du fait qu'on a été refoulé, d'abord, on n'a pas été les seuls à l'être. Il y a eu donc Thomas Joly, président du Parti de la France. Comme tout le monde. C'est pas pour vous embêter, hein. Non. Les parieurs en face. Dieudonné, il avait déjà été dit dans la presse qu'il ne serait pas autorisé ainsi que Soral. Soral, c'était même un peu ridicule de dire ça, puisqu'il était en Suisse, il risquait pas de venir. Bon, mais c'était quand même pour indiquer à un certain nombre, aux grands médias, à un certain nombre de lobbies, qu'un certain nombre de personnalités n'étaient pas le bienvenu. Donc Soral et Dieudonné, et donc ont été refoulés. Henri Blesquin, qui manifestement ne s'y attendait pas. Et donc notre ami Yvon Benetti qui est là, qui va en parler, président des nationalistes, et moi-même, en tant que directeur de Riverol. Si on réfléchit simplement, objectivement, honnêtement, intellectuellement, quel est le point commun de toutes les personnes qui ont été refoulées, et pourquoi certaines personnes qui avaient pourtant maille à partir avec le Front National à un moment donné avec Marine Le Pen ont été autorisées à rentrer et d'autres pas, quel est le critère? Il est évident, c'est la question juive. C'est-à-dire que ce sont tous les gens qui sont judéo-critiques, qu'on dit antisémites ou négationnistes selon le vocabulaire actuel, qui n'ont pas été autorisés. C'est-à-dire Henri Blesquin, qui a abordé cette question-là, sera les Dieudonné, évidemment, Benedetti, et moi, à la limite, bon, Thomas Joly le fait un peu moins, mais enfin, il est quand même connu pour ne pas être spécialement quand même judéophile, voilà, même si sur les questions liées à la Palestine et tout ça, il est assez en retrait. Bon, mais enfin voilà, moi c'est ça qui me frappe, si vous voulez. Donc on a beau dire que c'est pas une question centrale, je fais pas une obsession dessus, mais dans les faits, encore une fois, je constate que ça tourne toujours autour de ça, hein, comme depuis la mort de Le Pen, tout tourne autour de ça. On ne parle que de son négationnisme, son antisémitisme, tout tourne autour de ça. Louis Boyard dit il ne mérite aucun hommage, Jean-Marie Le Pen. J'ai pas envie de lui rendre hommage non plus. On peut pas rendre hommage à quelqu'un qui a été condamné pour négationnisme, Mais on voit que ça embarrasse. Il y a que ça. Il a vécu 86 ans. Il y a 70 ans de vie politique, de carrière politique, énormément d'actes, de déclarations, même un certain nombre d'ouvrages qu'il a écrits et autres. On ne retient que de ça.
que ça, on ne parle que de ça. Donc c'est bien dire que c'est quand même quelque chose qui est quand même central dans la modernité actuelle. Voilà. Donc on a été refoulé, ça n'est pas très grave en soi sur le plan pratique, parce que de toute façon les grands écrans étaient très grands, et donc on les voyait en étant de l'autre côté de la rue. Hein. Donc de ce point de vue-là, on n'a rien manqué. De la cérémonie qui de surcroît n'avait aucun intérêt, mais de toute façon, ça n'est pas étonnant que les gens qui ont été le plus fidèles à l'intégralité de l'œuvre de Jean-Marie Le Pen, y compris dans ses aspects les plus controversés, les plus radicaux, et de mon point de vue les plus courageux, les plus libres, ce n'est pas étonnant que, avec la politique dite de dédiabolisation, qui est en fait une politique de trahison et de normalisation, eh bien, on ait été exclus, en quelque sorte. Oui, dans un premier temps, ce que l'on peut dire, c'est décrire un peu la situation. Le quartier avait été entièrement bouclé par les forces de l'ordre, les rues barrées, pour éviter, je pense, des troubles à l'ordre public de la part de l'extrême gauche et des antifas, pour éviter que se reproduise ce qui s'est passé le soir de la mort de Jean-Marie Le Pen, où certains ont débouché le champagne. Et l'intérieur du dispositif, eh bien, la sécurité était assurée par les DPS. Les DPS qui sont l'organe de sécurité du Rassemblement national. Il y avait donc une liste noire de gens qui étaient indésirables. Il y avait une liste noire. De toute façon, dans le milieu, dans le camp national, dans les organes médiatiques de ce camp national, que ça soit Radio Courtoisie ou TV Liberté, il y a une liste qui existe où vous pouvez retrouver les mêmes noms que ceux qui étaient couchés sur la liste de ce jour. Donc, dès que je me suis présenté devant les grilles, le chef du DPS m'a reconnu tout de suite et il m'a dit « Non, Yvan, tu ne rentres pas ». Il y a eu aucun échange de conversation. Je lui ai dit et pourquoi je ne rentre pas. Il me dit non, tu rentres pas. Je lui dis, il y a une liste. Il me dit tu ne rentres pas. Je suis désolé. Je dis mais alors qu'il y a sur la liste, tu ne rentres pas. Je suis désolé. Voilà, ça a été vraiment une fin de recevoir. Ça a été bref, définitif. Donc j'ai été un des tout premiers à avoir été refoulé, puisque Lesquin qui s'est présenté, lui a passé, il y avait déjà beaucoup plus de monde, c'était après, qui a passé le premier cordon de sécurité, a été rattrapé derrière et reconduit, ce qui a engendré chez lui une certain courroux et quelques mots tendres à l'égard de la Le Pen. Et le plus comique, c'est avec l'ami Bourbon, puisque nous étions dans la file d'attente et le chef de la sécurité est venu le chercher dans la file d'attente pour lui dire non, vous ne pouvez pas rentrer, quoi, voilà. Je pensais que c'était un ordre privé. C'est des PS, c'est quand même une de ces il n'y a rien à faire alors. On n'a pas de choix. Moi aussi, je peux pas mettre. C'est dominatif alors. Oui, c'est noir, c'est ça. Et il y aura une personne en commission de fait. Je vous le dirai pas. On a eu par la presse le nom de Sora les Dieudonné. On a bien pensé qu'il n'y a pas de Sora les Dieudonné. Voilà. Bon, de toute façon, on hommage digne. Oui, non, c'est bien. L'histoire, c'est quand même extraordinaire. C'est pour le papier. C'est ça. C'est ça. Dieudonné est arrivé beaucoup plus tard. Alors c'est une liste noire. Dieudonné était le seul noir sur cette liste noire. Il y avait des noirs et des blancs, donc je ne pense pas que ça soit la couleur de peau, l'origine ethnique qui soit à l'origine de cette liste. Mais en effet, on peut remarquer que ceux qui étaient interdits d'entrée n'ont pas été opposés à Jean-Marie Le Pen, n'ont pas été hostiles à Jean-Marie Le Pen, bien qu'on pourra en reparler souvent. J'ai été un adversaire de Jean-Marie Le Pen en toute loyauté, mais avec toujours le même respect, le même amour que nous avions ensemble pour la France et une même approche
du combat, notamment la motivation, nos motivations réciproques, puisque Jean-Marie Le Pen, quand il a édité ses mémoires, m'a fait une très très belle dédicace que je peux vous livrer. Le tome 1 était dédicacé à Ivan Benedetti, qui se bat comme un lion au service de la cause nationale. Vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup de respect entre nous deux. Je comprenais son caractère de combattant, de guerrier, qui aimait le rugby, qui aimait la boxe, qui aimait la confrontation directe comme le goût qui est le mien dans la politique, on me le reproche souvent. Donc, quel sentiment avons-nous ce soir après cet hommage? Je dirais que j'ai un goût amer, j'ai un sale goût dans la bouche, parce que autant l'hommage l'enterrement à la Trinité s'est fait dans l'intimité familiale, enfin c'était annoncé comme dans l'intimité familiale, après on a appris qu'il y avait eu 200 invités. Je ne pense pas que le clan Le Pen soit de cette dimension-là, mais encore je peux comprendre l'hommage de la famille, puisque c'était à la Trinité le lieu le berceau de la famille Le Pen. Autant aujourd'hui, l'hommage était présenté comme un hommage public, et l'homme public Jean-Marie Le Pen n'appartient pas à Marine Le Pen, qui c'était évident, la grande organisatrice de cet hommage. Jeanne, au secours! Le Pen public dépasse bien largement Marine Le Pen, et elle a monopolisé cet hommage pour servir ses intérêts, servir sa politique. Et c'est ce qui me choque le plus avec le nombre, mais bon, peut-on éviter cela, le nombre de traites et de renégats à Jean-Marie Le Pen qui étaient présents dans l'église. Et quand je vois ça, je me dis, on était beaucoup mieux, nous, au milieu du peuple, d'où avait émergé la figure de Jean-Marie Le Pen. Finalement, on était mieux dans la rue que dans l'église. Bien évidemment, ceux qui ont été rejetés, ceux qui composaient cette liste, ce n'était pas une liste c'est un peu une liste de Schindler à inverser. Bien évidemment, tous ceux qui étaient interdits aujourd'hui d'hommage, même s'ils avaient l'amitié de Jean-Marie Le Pen, étaient judéo-sceptiques, pour le moins. Ce qui me choque aussi, c'est qu'il y a un gros problème de cohérence politique, puisque celle qui défend depuis toujours et qui applique une politique de dédiabolisation à la recherche d'une normalisation, eh bien, rend hommage à Jean-Marie Le Pen, le diable de la République. Vous comprenez bien que là, il y a quand même une contradiction qu'il est bon de soulever. La dédiaboliser qui rend hommage au diable de la République. Mais on m'a dit qu'elle n'avait pas fait de discours, ce qui est quand même étonnant. Elle n'a pas fait de discours, elle a délégué cela pour les discours politiques, à Marion Maréchal, qui a fait un très très bel hommage. Tu vois tous ces médiocres et ces infâmes danser sur ta tombe, et tu t'en amuses, c'est certain. Je sais que de là-haut tu leur réponds, tel Cyrano de Bergerac, dans une ultime bravade. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Arrachez, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache. Cher Jean-Marie, pour ton dernier voyage, bon vent et bonne mer. Ce qui m'a fait un petit peu sourire, parce qu'elle a terminé sur les vers de Rostand, que ce qu'il reste c'est le panache, et je me souviens très bien qu'à la mort de Léon de Grelle,
J'avais dans un éditorial de Jeunes Nations terminé justement l'éditorial en hommage à Léon Degrelle sur les vers de Rostand, et je me suis dit oui, ô combien Léon Degrelle et Jean-Marie Le Pen se ressemblaient. Ils maniaient le verbe à la perfection, c'était des meneurs d'hommes. Ils ont mouillé la chemise, sont allés sur les terrains de guerre, porter l'uniforme. Cela m'a fait un peu sourire. Mais Marion Maréchal, qui, dans cette vibrante hommage, veut se poser comme l'héritière politique de Jean-Marie Le Pen, nous avons envie de lui dire, alors pourquoi as-tu abandonné le nom de Le Pen ? Puisque pour se lancer en politique, c'est d'ailleurs le grand-père qui l'a encouragée, et elle ne voulait pas se lancer en politique, c'est lui qui lui a un peu forcé la main, et même beaucoup. Elle a fait son nom sous Marion Maréchal Le Pen pour, une fois accéder à la notoriété, abandonner Le Pen parce que c'était trop lourd à porter. Vous voyez, c'est toutes ces contradictions qui, moi, me choquent. Comme le parricide politique, certes, le geste de tuer le père politiquement de Marine Le Pen, en l'excluant, pardon, du Front National, puisqu'il avait le titre de président d'honneur, eh bien, elle a commis un acte irréparable. Tout de même, Marine Le Pen devait tout à son père, doit tout à son père. Le mouvement qu'elle préside, donc sa carrière politique, son nom, sa renommée, sa position sociale, son argent. Donc moralement, oui, c'est grave de tuer le père, et selon moi, on ne peut pas se racheter d'un tel acte, même si on fait repentance comme elle l'a fait dimanche dans les colonnes du JDD, en disant qu'elle regretterait toute sa vie ce geste parce qu'elle a fait beaucoup souffrir son père. Il aurait fallu y penser avant. Et ce n'est pas une repentance en politique qui permet de racheter cet acte de tuer le père. Selon moi, la seule façon, c'est la peine de mort. Bien évidemment, peine de mort politique, c'est-à-dire que Marine Le Pen devrait se retirer de la politique, mais bien évidemment, il ne faut pas attendre de cela de la part de cette personnalité. Et Jérôme Bourbon, quel sentiment avez-vous justement du fait que ce soit Marine Le Pen qui ait en gros organisé cet hommage finalement, parce que... Bah d'abord, elle nous a fait subir, nous c'était beaucoup moins grave, les conséquences sont bien moindres, mais elle a agi de la même façon contre nous que contre son père quand elle l'a exclu. C'était toujours pour complaire au lobby juif, hein, et pour faire carrière. Hein. Dans les deux cas, c'est ça, c'est toujours la même chose finalement. Elle était jusqu'au parricide, et encore un parricide qui a été en plusieurs étapes, parce qu'elle s'est reprise il y a plusieurs fois pour le suspendre, puis l'exclure du mouvement, puis lui enlever la présidence d'honneur, puis faire en sorte qu'il ne soit pas candidat où il souhaitait l'être au régional en PAC en 2015, puis aux européennes en 2019, et rappelez-vous qu'elle n'a même pas voulu, parce qu'on l'oublie, ça prouve que ça durait jusqu'à sa mort, elle n'a même pas voulu qu'il assistât, même silencieusement, aux célébrations des 50 ans du Front National en octobre 2022, qui avait été organisé notamment à l'Assemblée nationale, où Gollnisch avait pris la parole d'ailleurs. Bon, mais Le Pen n'avait pas été invité, ils ont refusé de l'inviter, ce qui était quand même énorme. C'était un des rares cofondateurs du mouvement qui était encore en vie, c'était le premier président quand même du mouvement, le fondateur du mouvement, et il n'a pas été invité, même pas pour être dans l'assistance même à titre silencieux. Hein, donc ça allait quand même c'est quand même allé très loin jusqu'au bout quand même. Hein. Et je rappelle aussi, parce qu'il faut le rappeler, ce qu'on oublie finalement, des images comme très choquantes. Le jour même de son anniversaire, il rentrait dans sa 90e année, le 20 juin 2017, il se présente avec la possibilité, de manière tout à fait légale, la justice lui a donné raison, en tant que président d'honneur, il peut assister au bureau politique, et donc elle a fait en sorte que l'ensemble du bureau politique arriva à l'avance. C'était à l'époque leur siège rue des Suisses à Nanterre, et donc ils avaient mis un cadenas sur la grille, de telle manière qu'il ne puisse pas rentrer. On se rappelle cette scène, et il avait fait constater ça par huissier, et c'était en plus le jour de son anniversaire, hein, le jour où il
entrait dans son 90e anniversaire le 20 juin 2017. Pas l'oublier, ça, c'est au lendemain des législatives de 2017. Hein. Encore une fois, le fait de ne pas vouloir aborder certains sujets sulfureux, non seulement de ne pas les aborder, mais de passer sur les fourches codines d'un certain nombre de lobbies, ça amène à faire des ignominies et à commettre des injustices quand même particulièrement ignobles, hein, particulièrement graves. Donc, effectivement, on n'était pas assuré que Marine Le Pen s'occupa d'un hommage national à Paris. Gollnisch et d'autres proches de Le Pen pensaient qu'elle s'occuperait des obsèques à la Trinité, mais que probablement ils pourraient eux-mêmes organiser un hommage. Mais je pense qu'elle voulait surtout pas que Gollnisch ou que d'autres personnes proches de son père puissent organiser des hommages. Après, il a préféré contrôler, ce qui lui a permis effectivement de créer une liste noire. Mais notez qu'il y a quand même une contradiction après les dommages publics. Si c'est public, ça doit être ouvert à tout le monde. Dès lors qu'on ne vient pas de manière provocante, qu'on ne se bagarre pas, qu'on n'est pas insultant, qu'on n'a pas la bave aux lèvres, qu'on vient quand même poliment, courtoisement, en principe, tout le monde devrait être accepté. Dès lors qu'on a une tenue correcte, qu'on ne provoque pas, mais les idées que l'on nous prête, les positions qui sont les nôtres, eh bien, font que on n'était pas personne gratté, si j'ose dire, voilà. Et donc, ça n'est pas étonnant. Hein. C'est pour ça que les gens qui pensent que finalement, dans la mesure où elle a dit qu'elle regrettait, d'ailleurs c'est assez ambigu parce que elle dit qu'elle ne se pardonnerait pas ça dans cette longue interview au JDD, mais elle dit en même temps qu'il recommençait Le Pen, donc quelle position faire autrement, que demanderait à la fin de sa vie si elle peut faire autrement ou pas. C'est pas aussi clair que ça. Mais il est possible que quand un père meurt, surtout si on ne s'est pas toujours bien comporté, on puisse dire vis-à-vis de lui, bon, il est possible, on a quand même une conscience, il est possible que à sa mort, elle ait ressenti ça. Ce qui pourrait expliquer, si elle est sincère, c'est ce qui pourrait expliquer cette déclaration. Mais elle est purement affective, elle n'est pas politique. Politiquement, elle n'a pas changé. Et moi, je pense même, j'en prends le pari, je voudrais me tromper, mais je pense que je vais pas me tromper. Je pense que la dédiabolisation, qui est d'ailleurs une expression erronée, parce qu'en fait c'est le système actuel qui est le diable et non ceux qui s'y opposent. Faut toujours le rappeler. Bon, mais c'est cette politique dite de dédiabolisation, de normalisation, elle va s'accélérer, parce que certes, de toute façon, elle était déjà très engagée, mais disons que elle pouvait toujours craindre que Le Pen intervint. Alors évidemment, les 2 dernières années c'était compliqué, mais vous voyez. Il y a parfois des gens qui allaient le voir, il suffisait de prendre un selfie, des gens jugés sulfureux, donc ça pouvait quand même l'agacer, la contrarier, etc. Là maintenant c'est fini. Maintenant je dirais la carte blanche. Totalement, il n'y aura plus l'ombre tutélaire de son père. Et donc moi je pense que ça va accélérer encore plus la stratégie de dédiabolisation. Et je dirais que ces obsèques, messe en français lamentable, déjà la Trinité pareil, le fait qu'on ait été exclu de cet hommage, le fait que Gollnisch lui-même, qui pourtant, je le rappelle, lui, est quand même membre du comité central du Rassemblement national, hein, qui a toujours été loyal et fidèle et qui ne fait pas de vagues, qui est très diplomate. Lui-même était un traité d'hommage, et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais Jean-Yves Camus, lui, était invité près de la famille, il a été dans l'église. Hein. Je rappelle que Jean-Yves Camus, il écrit toutes les semaines dans le torchon que Charlie Hebdo, hein, et qu'il est spécialiste de l'extrême droite, mais contre l'extrême droite, hein, et que donc il avait dit de vous-même, Vincent Renoir, que de toute façon il fallait vous mettre en prison parce que c'était la seule solution pour vous faire taire en quelque sorte, compte tenu du fait que depuis plus de 30 ans vous n'arrêtez pas le combat, et c'est le premier, on l'a oublié un petit peu, mais en 2018 il avait fait une déclaration, il y a donc 7 ans maintenant, comme quoi il fallait interdire Rivarol dans la mesure où Rivarol était antisémite, négationniste, etc., et que c'était pas acceptable même au nom de la liberté de la presse. Bon, donc c'est quelqu'un qui est très mauvais derrière une apparence apparemment courtoise, universitaire, objective. En réalité, c'est un militant qui, je rappelle en plus, s'est converti au judaïsme, il n'était pas juif au départ, donc ça prouve quand même à quel point il est engagé dans ces milieux-là. Et donc, je trouve que c'est très révélateur que c'était un des invités d'honneur de Marine Le Pen, quoi. Ça en dit long, lui a pu rentrer dans l'église. Voilà, donc je crois quand même que ça devrait quand même faire réfléchir tant de nos amis qui pensent que finalement Marine Le Pen, c'est pas si mal que ça, elle porte son nom, elle avait l'air d'être émue à la mort de son père, et que donc ça pourrait être compatible, il y a un espoir à conserver. Non, hein, en l'occurrence non, si on regarde la vérité en face, ça n'est pas le cas. Et je rappelle quand même que Rivarol a été finalement révélateur, puisque en 2005, la première interview que Le Pen nous a donnée, où il est question à la fin sur quelques lignes simplement de l'occupation allemande en France, ça a suffi déjà à créer un premier trouble entre le père et la fille, dont malheureusement Le Pen n'a pas tenu compte durablement. Et il était évident qu'à partir du moment où ça n'était plus Le Pen qui dirigeait,
mais c'était sa fille, qu'elle l'exclurait. Donc il y a une logique dans les positions de Marine Le Pen. Moi, je ne vois pas du tout d'incohérence de ce point de vue-là. Il y a une logique, c'est une ligne qui est la même, comme aussi favorable à l'avortement dès le début des années 2000, donc qu'elle est jusqu'à faire voter ses députés la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Je trouve qu'il y a une logique, finalement. On va toujours plus loin dans l'horreur, mais il y a une logique qui est d'épouser en quelque sorte, c'est un peu le Vatican II de la droite nationale, si vous me prenez cette expression, où on épouse la modernité, le monde dans ce qu'ils ont de plus infect, de plus abject, de contraire aux principes et valeurs traditionnelles, voilà, dans tous les domaines. C'est l'acceptation finalement et la validation des puissances, des puissants actuels, quoi, ce qui est tout à fait contraire au combat nationaliste. Et j'irais même aussi au combat chrétien, qui est précisément de combattre le monde, et d'aller jusqu'au bout pour combattre un certain nombre de principes, d'avoir une doctrine. Bon, et donc c'est pourquoi moi je trouve ça tout à fait abject. Et je veux dire personnellement que je n'ai jamais adhéré à Marine Le Pen, parce que j'en sais pas plus chez elle, si vous voulez, une flamme, une sincérité. Alors que chez Le Pen, il y avait une flamme. Moi, je me rappelle, je vais terminer par là pour cette intervention. Je me souviens, lorsque j'étais jeune homme encore, et qu'on allait voir dans des meetings, pendant une longue période, il prêlait avec un micro-cravate, sans notes, dans une langue superbe, et je me souviens que on avait l'enthousiasme débordant et le cœur brûlant lorsque il déambulait, il arpentait la Seine, il déambulait sur la Seine, et qui nous racontait son enfance, sa jeunesse, le sol de sa maison abattu, les barques des marins battus par les flots, la terre et les morts, cette terre de France tant travaillée, tant labourée au fil des siècles, les paysans, les pêcheurs, les soldats, qui ont permis, au prix de 1000 sacrifices, de 1000 épreuves, de faire en sorte que notre pays puisse être éduré, et même s'agrandir, se développer, voilà, s'enrichir. Et donc tout ça était très beau, surtout que c'était dans une langue superbe. Il y avait une dimension poétique chez Le Pen, parce que il y avait non seulement il y avait une vraie culture, mais il y avait une vraie sincérité également. Il y avait quand même de vraies convictions, même si pour des côtés politiciens, des côtés ficelles, ce qui étaient les côtés les moins sympathiques de Le Pen. Mais bon, c'est aussi le jeu, hélas, de la démocratie, de l'électoralisme. Mais il y avait quand même, comme disait notre ami Yvan, il s'est quand même battu. Il a eu l'uniforme de l'armée française, il était obligé de le faire, il l'a fait, y compris quand il était député. Il est reparti en Algérie. Donc on n'a pas du tout ça chez Marine Le Pen et ses proches, si vous voulez. Et je voudrais juste, si vous me permettez, en 2 minutes, pas plus, pour égayer un petit peu la soirée, juste quelques saillies de Le Pen. On pourra en citer quelques dizaines, mais notamment en 2011, juste au moment où il cède, d'ailleurs c'est tout un symbole, où il cède le parti à sa fille, qui fait tout le contraire. Il y a un journaliste qui se plaint d'avoir été exclu, je crois, du banquet de clôture, etc. Et un journaliste juif qui dit que c'est parce qu'il est juif qu'il a été exclu. Et donc Le Pen dit, mais ça ne se voyait ni sur sa carte ni sur son nez qu'il était juif, voilà. Et donc déjà ça a fait polémique, tout ça, lorsque Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale à l'époque, lorsqu'il y a eu le montage de Carpentras, avait fait croire que Félix Germont, de confession juive, qui avait été déterré, il avait fait croire que on l'avait sodomisé avec un pied de parasol. Tout était faux, c'était pour rajouter dans le pathos, quoi. Bon. Et donc Le Pen avait réagi lorsque monsieur Fabius parle d'anus, cela sonne dans sa bouche comme une rime. C'était formidable, bon. Et d'autre part, quand on lui reprochait d'être raciste, il disait, mais mon cuisinier est noir, mes domestiques sont noirs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être entré? Est-ce qu'il faut que je me marie avec un noir homosexuel et sidaïque? Bon, voilà, ça ce sont des traits d'esprit qu'aujourd'hui qui sont absolument inimaginables. Et donc, et je terminerai par une formule un peu plus fleurie. Lorsqu'on l'interrogeait sur la nécessité de création d'entreprises en France, étant choqué par le manque criant de courage, il a dit la première usine qu'il faudrait créer en France, c'est une usine à couilles. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça qui était formidable chez le menhir. Mais je pourrais montrer plein d'exemples autres. Mais il était incapable dans un meeting de ne pas avoir au moins quelques sorties drôlatiques, humoristiques, etc. C'était formidable de l'entendre. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une perte qui est incommensurable. Et je dois dire, là, on a repassé dans le numéro spécial le Rivarol qu'on a fait cette semaine sur Le Pen. Il y a même des choses qui m'avaient échappé à l'époque. J'ai republié les 2 dernières interviews qui a été en fait polémique, celle de 2005 où les questions de la fin de l'occupation allemande, celle de 2015 qui a accéléré le processus d'exclusion du Front National, qui avait été enclenché déjà en partie avec son interview chez Bourdin, où il revient sur le détail. Bon. Mais ça m'a frappé dans l'interview de 2005, il prévoit la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est une interview qui date de fin 2004, publiée en janvier 2005, et que j'avais faite avec lui quelques jours avant Noël. J'étais à la Montretout, et il dit, mais si l'Occident, notamment les États-Unis,
États-Unis, avec la fondation Soros, continuent à provoquer Poutine, ce dernier, à un moment donné, il est prêt à la guerre. Il sera prêt envers l'Ukraine. Il le fera, pas penser qu'il le fera pas, que c'est simplement des déclarations purement verbales, etc. Il a tout à fait les moyens de le faire, et il le fera. Et connaissant ses psychologies, sa personnalité, il le fera. Il dit ça. Moi, ça n'avait pas frappé, parce qu'à l'époque, quand la guerre n'a pas eu lieu et tout ça, et 20 ans après, quand on voit ça se révèle parfaitement exact. Alors que beaucoup de gens pensaient, moi le premier d'ailleurs, je dois dire, que Poutine ne passerait pas à l'acte. Je pensais que voilà, il mettrait un certain, il pourrait exercer des pressions de plus en plus fortes, mais je pensais absolument pas qu'il irait jusque là. Le Pen disait le contraire. Donc vous voyez, s'il y avait quand même une pression, y compris donc sur toutes les questions politiques, géopolitiques, assez impressionnantes, quoi. Il a eu raison sur l'immigration, je reviens pas, c'est évident. Quand il dit dans les années 80 qu'il faut faire de la France un Liban, quand on voit où en est le Liban aujourd'hui, c'est évident. Il avait raison sur le communisme. Il a été un anticommuniste de choc toute sa vie, voyant le caractère économiquement absurde, politiquement abject, moralement criminel du communisme partout dans le monde. Il a eu raison sur l'Europe, de la condamner l'Europe. Je rappelle qu'en 1957, il a refusé, jeune député, de signer le traité de Rome. Et il a été contre Maastricht, contre la Constitution européenne, contre Amsterdam, enfin contre tous les traités européistes, parce qu'il avait lu, comme il l'avait dit, Gounod Kalergi. Il avait vu un petit peu quel était le parcours, quelles étaient les déclarations et les projets de Jean Monnet, et il avait compris que c'était pas du tout bon pour la France, que ça n'était pas une volonté de construire une nation européenne, ce qui d'ailleurs aurait été utopique, mais au moins il y aurait eu une logique, mais c'était vraiment ça consiste à défaire les nations historiques du vieux continent, dont la France, au premier chef, et faire le jeu des États-Unis d'Amérique, du cosmopolitisme, du mondialisme. C'est, il l'avait très bien compris, très bien dit, donc il a vu clair là-dessus. Contre la drogue, également, il a des propos extrêmement clairs contre le fiscalisme, contre l'excès des impôts, tant sur les particuliers que les entreprises, qui créent du chômage, qui tuent l'initiative, le dépassement de soi, l'envie de travailler, l'envie de se donner à son travail, enfin, toutes choses qui sont pleines de bon sens. Mais je pourrais multiplier les exemples. Sur l'essentiel, il a eu raison. Ce qui ne veut pas dire qu'après, dans tout son comportement quotidien, tout soit approuvé. Il avait ses défauts, comme il avait d'immenses qualités, il avait aussi d'immenses défauts, mais si on regarde sur un plan politique, fondamentalement, l'essentiel de son diagnostic, il était juste. Et par ailleurs, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est la guerre d'Irak. Pour moi, c'est peut-être un des moments où il était le plus grand, parce que tout dans son parcours jusque-là, tout dans son parti, aurait dû le conduire plutôt à soutenir les États-Unis et leurs alliés dans cette affaire. Et je veux dire qu'il a été prêt là à décevoir ou être incompris, déconcerter ses électeurs et beaucoup de ses cadres en prenant la position qu'il a prise et qui se révélait parfaitement juste, puisque ces deux guerres ont été absolument ignobles, fondées sur des mensonges et de la calomnie ignoble. La première en 90 sur le mensonge des bébés koweïtiens jetés de leur couveuse près de la soldatesque irakienne. C'est totalement faux. On a su par la suite que c'était une agence de publicité américaine pour 10 millions de dollars qui avait donc diffusé ce bobard, mais qui avait été diffusé, je me rappelle, j'avais 18 ans à l'époque, dans toutes les télévisions du monde. Je me rappelle, ça avait fait ça avait fait la une toujours de télévisée, ça a été médiatisé de manière absolument considérable, planétaire. Et vous voyez, les conséquences d'une calomnie aussi ignoble, ça fait 100 000 morts et de blessés en Irak. Et la guerre de 2003, deuxième fable, presque encore pire, sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, alors qu'il n'y en avait aucune. On se rappelle la fiole de Colin Powell, tout était faux, il n'y avait rien dedans. Et en l'occurrence, les seules armes de destruction massive, c'était celles qui sont abattues sur ce malheureux peuple par les États-Unis et leurs alliés. Donc Le Pen a été grand. Et il était très seul. Moi, je rappelle à l'époque, il était très seul. Toute la classe politique était derrière les États-Unis, voilà, déjà. Parce que de toute façon, la plupart des hommes politiques, comme des gens en général, sont des suiveurs, de toute façon, voilà. Et donc, il avait été capable. Et là, moi, je pense que c'est un des moments où il était le plus grand. Et quand même, ça a été quand même beaucoup d'outrage dans sa vie. Parce que, rappelez-vous quand même, lorsqu'il avait été déguisé en baudruche, promené comme au bout d'une pique dans la rue de Paris, au Mont de Carpentras, avec cette appellation, Carpentras, c'est moi. Sous-entendu, c'est lui qui était responsable, au moins moralement, du viol de Sépulture. Alors que c'était un montage absolu. Et en 2002, la quinzaine de la haine, avec des injures, des insultes en permanence, et même dans certains panneaux, carrément des appels au meurtre, pour pas une balle, pour le faire une rafale, ou des choses de ce type. Mais là, eux, ils ont le droit dans ce sens-là, etc. Et c'est les mêmes qui finalement ont dansé sur son cadavre encore chaud, le 7 janvier au soir, buvant du champagne, faisant appel
a des feux d'artifice, des fumigènes, etc., chantant, dansant, se trémoussant, etc. Voilà, ce qui est quand même hallucinant. Hein, parce que je rappelle quand même que Le Pen, il n'a jamais été au pouvoir. Donc, c'est pas un tyran qui a servi son peuple. On peut même pas, il a même jamais été à la tête d'un exécutif, même local, municipal ou autre. Donc, il n'a aucune responsabilité objectivement dans les maux du pays ou dans les difficultés dont un certain nombre de Français peuvent être victimes. Hein, voilà. Donc, quand on y réfléchit, c'est fou. Hein, voilà. Donc, mais ça en dit long. Comment l'efficacité de l'endoctrinement de toute une jeunesse, c'est pas simplement de la jeunesse, par l'éducation nationale, par les médias. Alors, c'est pas toute la jeunesse, Dieu merci. Mais quand même, bon, puis c'est vrai que c'était pas non plus un nombre de gens considérable. Hein. S'il y a eu quelques centaines, quelques milliers de personnes sur l'ensemble des grandes villes de France, je pense que c'est un maximum. Mais enfin, c'est quand même révélateur. C'est la première fois qu'on voyait ça, et surtout, ça m'a fait penser à la différence avec Chirac. Alors, Yvan Benedetti, par rapport au futur, parce que c'est vrai que avec la disparition de Jean-Marie Le Pen, c'est une époque, c'est une page qui se tourne. Comment voyez-vous finalement le futur avec notamment Marine Le Pen qui a un peu, qui a trahi en gros l'engagement de son père. Comment voyez-vous le futur? Alors c'est vrai que la mort de Jean-Marie Le Pen crée un vide sidéral qui est révélateur du désert aujourd'hui existant dans cette classe politique. C'est le néant absolu. Je vous renvoie notamment à ce discours de politique générale de Bayrou devant l'Assemblée où il s'est pris les pieds dans ses notes. C'était vraiment catastrophique, l'image que ces responsables politiques français peuvent donner à l'étranger. C'est vrai que on ne remplace pas Jean-Marie Le Pen comme cela. Il incarnait le combat politique, ses discours étaient de chair et de sang. Il mettait sa peau au bout de son micro. Et il a tellement marqué ces années de combat politique que lors de cet hommage qui a débuté par l'hymne de Verdi et Nabucco, le chœur des esclaves, qui était l'hymne qui était joué quand Jean-Marie Le Pen entrait en meeting, en réunion. Et je dois dire que quand j'ai entendu cet hymne, j'avais aux oreilles les cris de Le Pen, Le Pen, Le Pen président quand il rentrait dans ces réunions qui étaient vraiment un cirque de gladiateurs. C'est fou comme on peut être conditionné. Alors simplement pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit notre ami Bourbon. Oui, grand vide aujourd'hui. L'anomalie auquel nous pouvons assister, c'est que nous avons trois blocs. Un bloc d'extrême gauche, altermondialiste, un bloc mondialiste et un bloc national. Alors, si le bloc altermondialiste est bien sur ses positions d'extrême gauche, sans reniement aucun, sans céder à une diabolisation aussi, puisque le nouveau Front populaire a été critiqué par ce qu'il présentait comme candidat, notamment des fichiers S, avec un des responsables des Antifa. Regardez le programme aussi des NFP, sans concession, et même les références, puisque le nouveau Front populaire fait référence au Front populaire de 1936, puisqu'il considère que Jordan Bardella, ayant gagné les élections aux européennes, ça constituait le 6 février 34 d'aujourd'hui, et qu'en réaction, il fallait créer le Front populaire. Et Mélenchon a bien réussi son coup, puisqu'il a mené un coup d'arrêt comme le Front populaire en 1936. Donc eux sont sur leurs références, sur leur programme, et le passé, ils revendiquent le passé historique de leur courant. Les mondialistes, eux,
à travers ce bloc centriste, lui aussi est bien cohérent avec lui-même, hein, sur des positions d'agenda 2030, de dissolution de la nation dans l'Union européenne, dans la destruction de la famille traditionnelle, dans la revendication antinaturelle du wokisme, du LGBT. Eux sont bien aussi sur leurs références, leurs politiques, leurs programmes. Et vous avez un bloc national dont la présidente Marine Le Pen dit sur CNN qu'elle est entre le centre droit et le centre gauche et qu'elle a renié, vous savez, j'appelle le RN le reniement national parce qu'elle n'a pas tué que le père en l'excluant, politiquement en l'excluant du Front National, mais elle a tué le Front National en créant le reniement national, le Rassemblement national, qui est sur des positions opposées à celles qui étaient le programme de son père, celles qui étaient les idées de son père, notamment sur l'Union européenne. On ne sort plus de l'Union européenne, ils ne veulent plus rétablir le franc, et ils ne défendent plus la famille traditionnelle, avec cette ignominie d'avoir validé la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Alors pour nous, la Constitution de 1958, on n'a aucun attachement, aucun amour pour cette constitution, mais ça révèle quand même, c'est du symbole fort que de faire rentrer l'avortement, cette politique de mort, dans la constitution des institutions. Donc le bloc national n'est pas à sa place. Et un bloc national qui se respecte devrait avoir pour centre de gravité le programme que nous défendons des nationalistes, c'est-à-dire du Frexit, c'est-à-dire de la défense de la famille traditionnelle, c'est-à-dire du retour du franc, de l'application de la peine de mort comme clé de voûte du système judiciaire français, et puis aussi à partir du moment où nous revendiquons une souveraineté au service de l'identité, parce que ce qui est le propre du nationalisme, c'est souveraineté plus identité. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas défendre l'identité si vous ne redevenez pas maître chez vous, maître de vos lois, maître de nos lois, et que redevenir maître de nos lois, si ce n'est pas pour redevenir ce que nous sommes et rétablir la France historique, charnelle, ethnique, spirituelle, et notamment ce qui fait la grandeur, la force de la civilisation européenne, c'est-à-dire la chrétienté, eh bien, c'est inutile. Donc, seuls les nationalistes défendent tout à la fois identité et souveraineté. Identité plus souveraineté égale nationalisme. Donc le travail que nous avons à mener aujourd'hui, justement, c'est de rétablir cette anomalie. Alors un espace politique énorme s'était ouvert par la dérive de Marine Le Pen et du reniement national, et bien évidemment comme la nature a horreur du vide et que le système se défend très bien, comme le disait Maurras, il gouverne mal, mais il se défend très bien. Cet espace béant a été occupé par le phénomène Zemmour. Et même si pour passer l'échec de ces européennes, le phénomène Sarah Knafo a été mis en avant comme ils ont poussé en avant médiatiquement Zemmour, le Reconquête connaît quand même à montrer toutes ses limites, parce que si nous voulons redevenir maître chez nous et souverain, comme je le disais, il faut combattre cette allégeance au sionisme, cette allégeance à Israël, dont le bras séculier s'applique en France et en Europe. Donc tout le travail que nous avons à mener aujourd'hui, c'est de créer un bloc nationaliste qui soit, lui, cohérent dans cet espace qui s'est ouvert, qui sera le levier du support, du point d'appui de cette minorité révolutionnaire que nous avons à constituer, parce que hors du système point de salut, aujourd'hui il n'est plus temps de composer
avec le système comme le fait Marine Le Pen, mais de rompre systématiquement avec ces fausses abstractions philosophiques et avec son origine, ses fondements et son origine politique qu'il faut chercher vers 1789 et la révolution bourgeoise de 1789. Voilà le travail que nous avons à mener. Donc tout à la fois en menant un combat de convergence militante et en regroupant ceux qui sont les laissés pour compte et les exclus du lepénisme aujourd'hui, il faut travailler à la constitution d'un front nationaliste, puisque bon, le Front National reste l'appellation de l'héritière indigne. Eh bien, messieurs, je vous remercie et après cela, je vous souhaite bonne chance pour la suite, que ce soit Rivarol. Rivarol est-il toujours assuré de continuer ou y a-t-il toujours des menaces d'interdiction? Et on en terminera avec ça. Les menaces, elles sont permanentes, mais elles font partie de la vie. Mais en tout cas, pour l'instant, on existe encore. Et on a fait un numéro spécial. Je crois qu'on fera une vidéo spéciale là-dessus. Et j'en profite pour dire aux personnes qui s'inquiètent, ça veut dire moi, qu'il n'y a pas eu pour des raisons diverses, qu'il n'y a pas eu de vidéo rivarolienne. On reprend avec un rythme mensuel dès la fin janvier. Donc, avant la fin du mois de janvier, vous aurez en principe une vidéo d'actualité où, évidemment, il sera beaucoup de questions de Le Pen et des deux autres aspects de l'actualité avec Florian Rouanet, qui a eu récemment un enfant, qui était disponible un certain temps. Là, il s'est reparti, donc on reprend ça fin janvier avec Vincent d'ailleurs également s'il est disponible. Voilà, et on va essayer de faire ça de manière mensuelle ou quasiment mensuelle après de janvier, parce qu'en plus il y a une actualité quand même qui est riche. Puis je crois que c'est un complément naturel de la publication. Mais en tout cas, la publication on en parlera demain. On a fait un numéro spécial, un spécial 20 pages sur Le Pen. Achetez-le en kiosque, là où on est encore autorisé, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on l'est pas. Si vous ne le trouvez pas, appelez-nous, envoyez-nous un mail à la rédaction contact@rivarol.com ou jérôme-yahoo.fr et on vous répondra. On vous dira près de votre domicile, votre travail, où vous trouvez le journal. Sinon, vous pouvez le commander aussi, rivarol.com, en numérique, en papier, ou à notre adresse postale, 19 avenue d'Italie, Paris 13e, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, voilà. Je pense que vous ne serez pas déçus, enfin, je l'espère. Je crois que c'est assez substantiel et assez radical. Voilà. Merci à tous et tous mes vœux, puisque on est au mois de janvier, donc c'est encore l'époque des vœux pour vous, pour vos familles, voilà, pour la réalisation de vos projets. Et très bientôt, j'espère, au les cœurs. Merci messieurs. Longue vie à Rivarol. Longue vie à Rivarol.